Notre invité ce matin, Philippe de Villiers, bonjour. Bonjour. Le moment est venu de dire ce que j'ai vu. Édition Albin Michel, c'est le livre que vous sortez. C'est votre première intervention radio-télé. On a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce livre. Vous savez ce que nous allons faire? Je vais lire la 4e de couverture. J'ai été un homme politique. Je ne le suis plus. Ma parole est libre. Je suis entré en politique par effraction et j'en suis sorti avec le dégoût. Le désastre ne peut plus être maquillé. Partout monte chez les Français le sentiment de dépossession. Nous sommes entrés dans le temps où l'imposture n'a plus ni ressources ni réserve. La classe politique va connaître le chaos. Il n'y a plus ni précaution à prendre, ni personne à ménager. Il faut que les Français sachent, en conscience, j'ai jugé que le moment était venu de dire ce que j'ai vu. Dégoût de la politique? Oui, dégoût et surtout souffrance. En fait, moi j'ai quitté la vie politique il y a 6 ans. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai écouté, j'ai entendu. Et je veux pas que mon pays meure. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je me suis dit, il faut que je raconte aux Français, notamment aux jeunes générations, pour en faire des dissidents, comment ils ont abattu les murs porteurs. Et vous pensez qu'aujourd'hui, la France est en danger? Oui, elle est en très grand danger. Elle est, je dirais, elle est en train de mourir parce qu'elle s'effondre de l'intérieur. Elle devient une société multiculturelle. On apprend à l'école à haïr la France, à ne plus l'aimer. En tout cas, on ne la connaît plus. Et elle est submergée de l'extérieur puisque nous sommes à la veille d'une véritable invasion migratoire. Et en fait, ce que j'ai vu pendant 30 ans, enfin depuis les années 68, ce que j'ai vu, c'est derrière les mensonges et la haute trahison, s'organiser une conjonction inouïe entre l'intérêt et l'idéologie. Ceux qui, par intérêt, au service des firmes nationales, ont voulu un marché planétaire et ont voulu abattre les frontières, les nations, les souverainetés, et ceux qui, par idéologie, accompagnaient les premiers, les libéraux, les seconds c'était les libertaires, qui voulaient un homme nomade, désaffilié, désinstitué, désexué, sans patrie charnelle, déraciné. Alors, on va plonger dans votre livre, Philippe de Villiers, mais j'ai envie de vous poser une question. Pourquoi ne pas avoir dit ce que vous écrivez aujourd'hui? Pourquoi ne pas l'avoir dit lorsque vous étiez en politique? Franchement. En réalité, si vous m'aviez écouté à ce moment-là... Oui, c'est ce que vous disiez, oui, mais vous ne parliez pas de trahison, vous ne parliez pas de mensonges, vous ne parliez pas, vous participiez à ces trahisons, à ces mensonges. Alors, il y a eu 2 périodes dans ma vie politique. La première, quand j'étais secrétaire d'État de Jacques Chirac, pendant quelque temps, j'ai accompagné le mouvement. Oui. Donc quand j'étais à l'ENA, j'étais dans la couveuse à tête d'œuf. Je vais vous parler de l'ENA parce que voilà, c'est savoureux. Après, la fabrique à esprit oui. faux, à décerveler les esprits libres, etc. Et il y a eu Maastricht. Oui. Et là, c'est la rupture. Et là, c'est la rupture. Et à partir de ce moment-là, je suis plus tout à fait dedans. C'est-à-dire qu'en fait, je regarde le système maastrichtien, le système mondialiste qui brise les attachements vitaux des gens et je me dis ils sont en train de conduire la France à l'abîme. Et je crie des livres et j'écris un livre sur les mosquées de Roissy. Je pourrais plus le publier aujourd'hui. Je pourrais plus. Vous pensez? Mais bien sûr. Aujourd'hui on est dans la cage aux phobes, les homophobes, islamophobes, xénophobes. Regardez la pauvre Morano, etc. Pour un mot. Qu'est-ce que vous pensez des propos de Nadine Morano? Ce que je pense, c'est que c'est absurde, c'est ridicule. On voit bien ce qu'elle a voulu dire. Elle a cité... Vous diriez la même chose? Est-ce que vous diriez la même chose? Pour moi, la nation française, elle est multiethnique, mais elle est uniculturelle. C'est une civilisation. Vous savez... Est-ce que vous diriez la France est un pays de race blanche? Vous le diriez ou pas? La France, à l'origine, est un pays de race blanche. À l'origine, des races? Mais nos ancêtres, les Gaulois, on disait à l'école. Mais aujourd'hui, la France n'est pas un pays de race blanche. Aujourd'hui, la France, elle est multiethnique, mais elle est uniculturelle. Vous savez, Valéry disait « J'appelle européenne toute terre qui a été successivement romanisée, christianisée et soumise à l'esprit et aux disciplines des Grecs. » Et donc, en fait, la France est grande,
la Martinique a été française avant la Corse, donc la question n'est pas là. Mais c'est pas ce qu'a voulu dire Morano. Et si on lui tombe dessus aujourd'hui, on voit bien, vous savez pourquoi? C'est parce qu'il y a une préférence musulmane. En fait, vous pensez qu'en France, il y a une préférence musulmane? Je pense, regardez ce qui se passe, l'accueil des migrants. En fait, on est en train de fabriquer un Kosovo islamique. Les chiffres sont... Quand moi je disais, il y a 10 ans, attention, on va islamiser la France, et vous savez, là où est l'islam, il est conquérant. On disait, mais non, c'est pas vrai, de toute façon, vous mentez, les chiffres, etc. Il y en a même pas 500 000, etc. Aujourd'hui, ils annoncent 6 millions. Boubacar, il annonce 6 millions. Alors on va où comme ça? On va à 15 millions. Et vous avez vu le différentiel démographique, et on entend la Merkel qui dit quoi? Elle dit, nous, on manque de monde. Vous savez qu'il y a des primes en Allemagne pour faire venir les migrants. Alors ils arrivent en Allemagne, puis quand ils ont plus de boulot en Allemagne, ils viennent chez nous. Mais c'est absurde tout ça. Et tout ce que j'ai dit, moi, pendant des années et des années, oui, Monsieur Bourdin, j'ai dit, attention, vous êtes en train d'abattre les murs porteurs, le caractère sacré de la vie, l'affiliation comme repère, la nation comme héritage, la frontière comme ancrage, le rêve français comme une fenêtre sur le monde. N'abattez pas les murs porteurs. Vous soutenez Morano? Je soutiens tous les gens qui sont victimes d'un système. Vous soutenez Morano? Mais bien sûr, je la soutiens. Morano, je la soutiens. Je sais ce qu'elle a voulu dire, Morano. Elle n'a pas voulu dire qu'elle était raciste. Alors, attendez. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? Que la France est un pays de race noire? Attendez, vous êtes blanc. Vous êtes blanc. Pour moi, il n'y a pas de race. Non, mais attendez, il y a la race humaine. D'accord, mais on est bien d'accord. Bien sûr, mais attendez, la race humaine, il n'y a qu'une race. Mais dans le préambule de 1946, oui. D'ailleurs, Sarkozy faisait allusion récemment. Oui. On parle de race. Le général de Gaulle, vous savez, moi j'ai eu une conversation avec Alain Perchit, où il me citait le passage de son livre, c'était de Gaulle. Où De Gaulle dit la France est un pays à dominante de race blanche avec d'autres races certes mais qui doit rester dans la fibre gauloise etc. Donc on est en train on voit bien pourquoi il y a cette polémique. On voit bien pourquoi il y a cette polémique. C'est parce qu'en fait nos élites mondialisées elles ont fait un trait sur la France au sens de la civilisation, en fait de la civilisation chrétienne. En fait c'est la christianophobie. Il ne faut pas oublier qu'en France aujourd'hui, Jean-Jacques Bourdin, la christianophobie est une opinion, on a le droit de profaner la croix du Christ, mais par contre, l'islamophobie est un délit. C'est-à-dire que si moi je dis quelque chose sur l'islam, là, avec vous, dans quelques instants, eh bien je risque la prison. Philippe de Villiers, vous écrivez dans votre livre, on a voulu faire croire aux Français qu'ils gardaient de la dernière guerre au fond d'eux-mêmes un relent de racisme intolérable. Hier, ils ont persécuté les Juifs, aujourd'hui ils traquent les immigrés. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est ce que vous venez de dire. Ce que m'a dit un jour François Mitterrand. Qu'est-ce que je raconte dans mon livre? François Mitterrand m'a dit à Florence... Vous avez d'ailleurs une certaine affection pour François Mitterrand à travers votre livre. Vous racontez ses rencontres à Florence, vous l'avez accompagné. C'est vrai que c'était un esprit brillant intellectuellement, et une certaine affection. De l'empathie pour Machiavel. De l'empathie. Non mais un jour il m'a dit... Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a dit, mais très franchement et en confidence... Oui. Et c'est pour ça que j'ai attendu longtemps avant de le publier. Oui, c'est vrai, la gauche a besoin d'un lumpenprolétariat de substitution. C'est le peuple immigré. Et on a parlé de la création de SOS Racisme avec Bernard-Henri Lévy, Berger, etc. Et en fait, la petite main jaune, en fait, succédait à l'étoile jaune. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lobby immigré qui a eu cette idée géniale, en fait, de faire du peuple migrant un nouveau peuple élu. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1983, la gauche a abandonné les prolétaires, les ouvriers à la mondialisation sauvage et qu'il a bien fallu trouver des électeurs. D'ailleurs, c'est Terra Nova, c'est les bobos, les bourgeois bohèmes, c'est Cohn-Bendit, c'est tout ça. Et donc, en fait, pour aller chercher les électeurs, ils sont allés chercher les immigrés. Donc, c'est l'utilisation purement politicienne.
création purement politicienne. Et Vous le dites dans votre c'est livre. le seul recours Oui. de Hollande et des bobos aujourd'hui pour pouvoir gagner, c'est de pouvoir utiliser le vote Bon. des banlieues. Et ça, c'est un scandale parce que ça se fait sur le dos de la France Ouais. et sur le dos des immigrés Alors, Philippe eux-mêmes. de Villiers, vous n'épargnez pas BHL dans votre livre. Vous dites, il a même souhaité que je n'existe plus. Oui. Bon. Oui, il trouvait il a dit Oui. on doit juger les gens à leur Oui. voix, sa voix est insupportable. Donc lui, il fait une croix et il faudrait que je porte un signe distinctif parce que j'ai une voix qui lui plaît pas. Oui. Léna. Alors, parlons de Léna. Vous écrivez un moule, un laminoir sémantique qui vous broie. Vous y entrez avec 3000 mots, vous en sortez avec 30 seulement. Le cerveau formaté, hors de vos neurones et le cœur vide. Oui. Oui. Ben, Oui. Et vous dites les énarques sont des gens qui pensent qu'ils savent mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. oui. Vous savez, il y avait une épreuve de ce qu'on appelle de pédalage en groupe Oui. où on nous donne un dossier à sangle et on a 6 heures pour faire un décret. Et au bout de 6 heures, on sort, on fait un décret. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée qu'un jeune homme qui n'a rien fait dans sa vie, qui ne sait rien de la vie, qui n'a aucune expérience, il va réformer la société. Vous savez, comme Macron, il dit terminer les notaires, terminer les taxis, etc. C'est cette idée de la table rase. Et alors, à l'ENA, il y avait l'idée de la cité sans frontières. On est des ingénieurs sociaux. C'est-à-dire, on va remplacer le gouvernement des hommes, tellement approximatif, tellement fragile, par l'administration des choses. On voit ce que ça a donné. Ça a donné Fabius Juppé. C'est une couveuse à tête d'œuf du politiquement correct. Et ça donne Juppé-Fabius. Vous entrez à l'ENA avec 3000 mots, vous sortez avec 30 mots. Et vous savez pourquoi moi j'en ai réchappé? Non. Oui, le Puy du Fou. Parce que j'ai fait l'ENA buissonnière. Oui, le Puy du Fou. Je parlerai du Puy du Fou. Alors, il y a des portraits dans votre livre qui sont... beaucoup ont écrit des portraits au vitriol, mais vous dites non, il y a toujours un peu d'affection dans mes portraits. Jacques Chirac, par exemple, vous l'appelez le cavalier des steppes, et vous partagez avec lui sa campagne, ses sorties en Corrèze, et vous dites c'est extraordinaire, parce qu'à Paris il est à droite, en Corrèze il est à gauche, et il y a des anecdotes absolument merveilleuses. Il glisse aux anciens. Il est regrettable que les jeunes ne vous écoutent pas plus souvent, car vous avez la sagesse, et un peu plus tard il rencontre des jeunes et il leur dit, il est regrettable que les anciens ne vous entendent pas plus souvent, car vous êtes l'avenir. C'était tout Jacques Chirac, ça? Il y avait aussi un autre Jacques Chirac qui ressemblait en cela à Giscard, et même à Sarkozy. Ces gens-là, en fait, ça m'a beaucoup frappé, et je le dis sans méchanceté, ils ignorent l'histoire. Chirac avait peur de l'histoire. Et il y a une anecdote que je raconte dans mon livre, c'est un soir à l'Élysée. Oui. Il y a Thatcher, il y a Mitterrand, il y a Kohl, et Mitterrand dit tiens, on va demander quelle est la date historique européenne, à votre avis. Bon, alors c'était des gens cultivés. Alors Thatcher commence, dit 1215, la grande charte, parce que c'est quand même la fondation de la démocratie. Et vous, Helmut? Kohl réfléchit et dit quand même 1648, les traités de Westphalie, parce que c'est la nouvelle Europe. Et vous, François? Il réfléchit et il dit incroyable, 496, quand même le baptême de Clovis, parce que la fille aînée de l'Église. Et donc moi je suis surpris, il me regarde, et puis il dit Monsieur Chirac, vous n'avez rien dit. Alors tout le monde se tourne vers Chirac. Chirac prend son verre de bière, magnifique, et il dit 1664, Cronenbourg. Non, c'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Ça veut dire en fait, je m'en fous. Oui, je m'en fous. Alors, vous avez accompagné donc Chirac en Corrèze, et il y a aussi une chose formidable qui démontre ce qu'est le jeu politique. C'est vrai que quand on est en campagne, nous avons plein d'électeurs, vous avez plein d'électeurs qui viennent vous donner des petits mots. Et Chirac vous disait toujours, il faut toujours répondre oui. Oui, alors moi j'étais stagiaire de l'ENA. Stagiaire de l'ENA. Et donc j'étais derrière lui, il avait une grande veste avec des poches qui avaient été cousues par Bernadette, des grandes poches, il mettait les petits mots, et qu'on appelait les plaçous, et après il déversait ça, il me donnait, et puis il les déversait sur une table, je les prenais, et il me dit tu réponds oui. Voilà. Et alors un jour, il y a 2 plaideurs qui étaient en conflit l'un contre l'autre qui m'ont écrit
qui ont écrit à Chirac. Et j'ai répondu pour Chirac, vous avez raison, vous avez raison. Et les deux plaideurs se sont rencontrés sur le marché à Tulé. Bon. Et tout le monde avait raison. Alors, avant de parler de vos engagements, vite fait, parce que le temps presse, c'est passionnant, portrait de Giscard que vous surnommez le Colin froid, de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, vous l'avez appelé le lapin-tambour à une époque. Vous dites de Nicolas Sarkozy... Lapin-tambour Duracell. Oui, Duracell. Il est dans l'instant, et c'est l'instant qui change. Il est américain, du Parti républicain, citoyen du monde. Oui. Oui. Et Qatari. Oui. Et ah oui, Qatari, parce que vous insistez sur ses liens avec le Qatar. Il est fasciné par le Qatar. Oui, il est fasciné, comme d'ailleurs la classe politique française, parce qu'en ce moment, ce qui se passe, vous avez vu que l'ennemi numéro un pour tous les Occidentaux, pour les Russes, pour les Américains, l'ennemi numéro un, c'est clair, c'est l'État islamique. Oui. Bon, eh bien, pour la France, l'ennemi numéro un, il suffit de lire Le Monde hier avec la procédure crime contre l'humanité, c'est Assad. Alors, on se dit, mais c'est pas possible. Si, Assad, c'est Assad. Alors, personne ne nous donne d'explication. Tout le monde dit Assad, le dictateur, etc. Alors, on se dit, attends, on va pas refaire la connerie. Qui a tiré sur son peuple, quand même. Qui a utilisé l'arme chimique, quand même. Et donc, on se dit, voilà, c'est comme en Libye, Kadhafi, c'est comme Hussein, donc en Irak, etc. Donc, on rebelote, ok? D'accord, l'expérience ne nous sert à rien. Mais en réalité, vous voulez que je vous dise, la classe politique française, la diplomatie française, elle est soumise, elle obéit à des consignes et à des contrats, à des consignes américaines, parce que nous sommes sous clé américaine. Et donc l'Amérique a dit, nous, on soutient l'Arabie Saoudite et le Qatar, qui nous demandent de foutre en l'air Assad, et à des contrats. La classe politique française, elle fait attention à l'Arabie Saoudite et au Qatar. Parce que la dette française, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que les armes, c'est l'Arabie Saoudite, deuxième importateur mondial. La classe politique française, je pèse mes mots, Jean-Jacques Bourdin, la classe politique française, elle est en grande partie achetée par le Qatar et l'Arabie Saoudite. Philippe de Villiers, un mot de François Hollande. Vous êtes anctiliste comme lui. Il était anctile plutôt que Poulidor, vous aussi. Et vos pères étaient proches. Ça, j'ai appris ça dans votre livre. Oui. C'était au moment de l'Algérie française. Oui. Et le père de M. Hollande s'occupait des prisonniers politiques, dont mon père, qui était délégué à Rouen, à la prison Bonne Nouvelle. Et on allait voir notre père, nous, au parloir, et on récupérait les vêtements chauds pour l'hiver qui étaient collectés par M. Hollande. C'est extraordinaire, le retour de l'histoire. Et votre frère est chef d'état-major. Et en fait, Hollande, peut-être que ce détail lui a échappé dans son enfance, mais il se trouve que, vous voyez, les destins se croisent, se décroisent et se recroisent. Il a nommé un jour mon frère chef d'état-major des armées. C'est extraordinaire. Et là aussi, donc, avec Hollande, c'est la tendresse de l'enfance, parce que il était anctiliste, toute la France était poulidoriste. D'ailleurs, c'est incroyable, parce qu'un gars comme ça, anctiliste était le meilleur. Et lui, mon père, c'est ce qu'il me disait quand j'étais petit, il dit, alors t'es encore second. Je dis, alors, c'est quand même pas mal, second. Il dit, oui, t'es comme Poulidor. Et la grande phrase de Poulidor, c'était « J'ai fait le maximum ». Philippe de Villiers, j'ai 3-4 questions, des réponses courtes, si vous pouvez. Vos combats, vos engagements contre le TAFTA, ce traité entre l'Europe et l'Amérique. Pourquoi, en quelques mots? Parce que ce traité fait tomber toutes les frontières, toutes les douanes entre l'Europe, l'Union européenne et le marché américain. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'appellations contrôlées, ça veut dire qu'il n'y a plus de normes européennes, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune protection, ça veut dire qu'en fait, c'est une OTAN économique en quelque sorte. Mais, M. Bourdin, ça va plus loin. Ce traité prévoit un tribunal arbitral qui jugera les États quand il y aura des difficultés avec les firmes multinationales. C'est-à-dire les 80 000 firmes multinationales pourront faire condamner les États, c'est-à-dire la puissance publique, quand il y aura des difficultés entre ces firmes A-nationales, je dis bien A-nationales, qui n'ont plus aucun lien avec les nations,
et les États. Alors, et donc en fait, c'est ça le rêve mondialiste. Et c'est ça que j'ai vu se mettre à l'œuvre. C'est-à-dire un système dans lequel ce sont les pauvres des pays riches qui subventionnent les riches des pays pauvres. Et dans ce système, évidemment, il y a l'agriculteur qui devient exploitant, qui n'est plus paysan. Et là aussi, vous dénoncez tout ça. Je sais que vous défendez les abeilles, et notamment l'utilisation des pesticides. Et d'ailleurs, vous avez eu un cancer provoqué à l'œil, probablement par les pesticides. Oui. Philippe de Villiers. Je sais, le Puy du Fou, combien de visiteurs? 2 formidable. 50 000. 2 50 000 cet été. Formidable. Et l'Oscar du plus beau parc du monde. Attribué par les Américains. Donc vous voyez, les Américains, ils sont sympas. Alors moi, j'ai 2 dernières questions. Est-ce que le pape François est votre pape? Oui, il est mon pape, puisqu'il est le pape de l'Église catholique. Vous partagez ses engagements? Oui, c'est un curé du monde. Et en fait, le pape, il a 2 fonctions. Oui. C'est le magistère. Donc c'est une fonction très difficile, très délicate, parce qu'il faut tout le temps dire non, parce que le magistère, il bouge pas. Et c'est en même temps un curé du monde. Vous voyez, par exemple, il a fait une encyclique sur le réchauffement climatique. Il a 2 problèmes sous les yeux. Vous êtes très écologiste d'ailleurs. Ce livre, vous êtes aussi très écologiste. Oui, mais le rôle du pape, c'est aussi de se préoccuper du refroidissement des âmes. Réchauffement climatique, refroidissement des âmes. Donc c'est une tâche qui est pas facile, je ne voudrais pas être à sa place. Oui, moi je suis très écologiste. Et d'ailleurs c'est incroyable qu'on ait laissé faire et qu'on continue à laisser faire la destruction. Regardez ce qu'on a fait en 50 ans. On a détruit nos campagnes. On a arraché l'air, on a arraché les arbres, la FNSEA, l'Europe, le plan Monscholz, en disant c'est le progrès, c'est le progrès, c'est le progrès. Et puis en même temps, on a fait la politique de la ville pour installer les immigrés dans les banlieues. Et maintenant, on montre du doigt les maires en disant vous n'avez pas assez d'HLM pour pouvoir loger les immigrés, etc. Donc moi, je veux que la France demeure en son être et qu'elle retrouve ses murs porteurs. Mais dans mon livre, il y a une espérance. J'ai rencontré un jour Solzhenitsyn. Oui, vous en parlez beaucoup. Une conversation qui m'a marqué et qui dit « Philippe, les dissidents sont à l'Est, ils vont passer à l'Ouest ». Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que vous êtes dans un gouffre profond, vous avez la maladie du vide, il y a une éclipse de l'intelligence en Europe, mais bientôt il y aura la grande catacombe qui va s'ouvrir, sortiront des petites lucioles, ceux qui veulent maintenir, retrouver la transmission, le caractère sacré de la vie et les fameux murs porteurs dont je parlais tout à l'heure. Et parmi ces murs porteurs, il y en a un qui compte par-dessus tout, c'est la France. Philippe de Villiers, le moment est venu de dire ce que j'ai vu chez Albin Michel. Merci d'être venu nous voir ce matin.